Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Madame la présidente de Magélis, monsieur le directeur général, chère Véronique Dumont, cher Stéphane Singier, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être à Angoulême. En réalité, j'aurais pu venir plus tôt. J'ai commencé il y a 10 mois en prenant mes fonctions au CNC un tour de France de toutes les régions pour aller voir les élus, les acteurs de la filière. Et évidemment, il y a beaucoup de raisons de venir à Angoulême, de venir en Charente, mais avec l'équipe, on avait identifié les RAF, et donc c'est pour ça qu'on a un peu attendu pour venir, et je suis vraiment heureux d'être là à vos côtés pour ouvrir cette deuxième et dernière journée des RAF. Alors merci, vous l'avez dit, merci d'être présent à cette heure matinale. Je comprends qu'il y a eu des agapes hier soir, je sais qu'elles sont traditionnellement plutôt généreuses. C'est pas la seule raison pour laquelle on se retrouve tous au RAF depuis 17 ans maintenant. Ce qui vous réunit, ce qui nous réunit ici, c'est l'avenir de la filière, une filière à laquelle nous tenons énormément, à laquelle le public également tient énormément. Et je veux saluer cet événement qui est vraiment unique dans notre paysage, un lieu où chaque année, les écoles et les studios se retrouvent pour dialoguer, pour s'organiser, pour anticiper les mutations à venir, pour avancer ensemble. C'est rare, c'est même relativement unique, c'est structurant en tout cas pour toute la filière de l'image animée, et j'ajoute que c'est exemplaire pour les autres filières. Bravo donc aux organisateurs d'hier et d'aujourd'hui, René Broca, Patrick Evenot, Véronique Dumont, Stéphane Singier, et merci à Magélis pour son soutien sans faille. Un grand merci aussi à vous tous, aux nombreux professionnels présents, responsables de studios, acteurs de la formation, producteurs, techniciens, diffuseurs institutionnels. Alors l'animation s'adresse à une grande diversité de spectateurs, notamment les plus jeunes. Elle s'exporte dans le monde entier. Elle est une vitrine éclatante de l'excellence de nos créateurs et techniciens à l'étranger. Et pour toutes ces raisons, et bien d'autres, l'animation, c'est un domaine stratégique de notre politique culturelle. C'est un atout majeur pour notre pays. Au CNC, on sera donc très à l'écoute de tout ce qui ressortira de ces journées que vous avez placées sous le signe de l'action et des idées neuves. Et c'est heureux, car on ne peut plus aujourd'hui se contenter de simples constats. Ces constats, on les a faits. On les a tirés ensemble, notamment à la dernière édition du Festival d'Annecy, où on a évoqué un contexte économique difficile, dû notamment à la contraction du marché international. On a aussi parlé du développement galopant de l'intelligence artificielle générative, qui a désormais quitté le champ des promesses pour entrer dans notre quotidien professionnel à tous. Mais ces derniers mois, on n'a pas fait que parler, on a aussi posé des pistes d'action concrètes, avec d'abord la volonté déjà suivie des faits de la ministre de la Culture d'apporter des modifications ciblées dans le décret SMAD, ce décret qui, vous le savez, a permis de très belles réussites pour le cinéma et la fiction audiovisuelle, mais qui n'a, il faut le dire, pas tenu ses promesses en matière d'animation. Et donc à travers le rehaussement de la clause de diversité, de certains paramètres associés de ce décret, l'objectif de cette modification, c'est que les plateformes investissent davantage en matière d'œuvres inédites d'animation, pas simplement achat sur étagère. Et on a remporté une première victoire récemment en obtenant l'accord de la Commission européenne, c'était le 13 octobre dernier. Le processus se poursuit maintenant avec les saisines de l'ARCOM et du Conseil d'État, et nous espérons que ce nouveau dispositif pourra être en place au 1er janvier 2026. On est confiant, en tout cas on œuvre à faire advenir cette perspective avec beaucoup de détermination. Plus largement, soyez bien sûrs que nous continuerons de tout mettre en œuvre au CNC pour aider la filière à traverser cette crise et à rebondir plus vite et plus fort. Cécile Lacou, directrice des études des statistiques et de la prospective du CNC, vous présentera tout à l'heure plus en détail les principaux chiffres de l'animation pour l'année 2024. Mais si je tenais vraiment à être avec vous ce matin, c'est pour évoquer bien sûr plus précisément la question de la formation, objet de vos rencontres. Comme cela a été rappelé hier, vos écoles, nos écoles, sont confrontées à une crise dont nous parlons depuis plusieurs années déjà, et au fond on en parle depuis trop longtemps en réalité. Cette crise exige maintenant une réaction rapide et collective, car elle met en jeu la réputation de la formation française dans le domaine de l'animation, une réputation d'excellence qui a permis à la France de maintenir une position de leader, d'exporter ses talents et ses œuvres dans le monde entier. Quand je dis une position de leader, vous le savez bien, ce n'est pas une facilité de langage. La France est l'un des 3 leaders mondiaux de l'animation, après les États-Unis et le Japon, et nous avons non seulement la ferme intention de le rester, mais même l'ambition de conforter cette position dans un moment de changement sans précédent. Et nous avons tous les atouts pour cela, et notre écosystème de formation est le premier de ces atouts.
J'ai donc pris mes fonctions, je le disais, il y a 10 mois au CNC. J'ai entrepris ce tour de France de toutes les régions, y compris Outre-mer. J'ai commencé par la Réunion, pour aller à la rencontre des élus, des acteurs de notre filière. Je n'ai pas fini ce tour de France, mais d'ores et déjà, je peux témoigner qu'on parle beaucoup de formation dans ces visites, ces rencontres que je fais. Et j'ai en particulier rencontré un certain nombre d'acteurs de votre filière pour qui, je le mesure, la formation est un enjeu extrêmement concret. Et donc, au fond, ce que je vais vous dire ce matin, c'est vraiment aussi le reflet de ces témoignages, de ces vécus, de ces attentes que je suis en train, avec l'équipe du CNC, de collecter. Alors, le premier constat, c'est une évidence, mais je crois que ça va mieux en le disant, le nombre de formations semble aujourd'hui déraisonnable face à la réalité du marché. Je viens d'y faire allusion. Audience l'a objectivé hier. Le secteur traverse à la fois une crise conjoncturelle et des bouleversements structurels qui pèsent sur l'emploi. Bien sûr, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, alors que l'essor des plateformes avait créé un appel d'air qui était inédit pour les talents de l'animation, le constat était inverse. On déplorait un nombre insuffisant de formations en France. Les chiffres doivent donc être remis en perspective, mais ils n'en sont pas moins alarmants. Je vous donne ces chiffres. On compte aujourd'hui près d'une 60aine d'écoles d'animation implantées dans de nombreuses villes, qui comptent parfois plus d'une douzaine de campus différents. C'est un total de près de 230 parcours d'animation. 230 parcours de formation, alors qu'Audience a recensé l'année dernière un peu moins de 800 primo-entrants intermittents dans le secteur, 798 pour être exact. Cela veut donc dire que 4 diplômés par parcours de formation peuvent espérer trouver un emploi pour lequel ils ont payé des études, et souvent au prix fort. Et malgré cette offre déjà surabondante et ce ralentissement du marché qui complique les choses, nous continuons d'assister à la création de nouvelles écoles. Parfois, je le dis, pour répondre à des besoins qui sont légitimes dans des territoires qui sont moins bien dotés. Mais parfois aussi avec des motivations qui m'interrogent, qui je crois nous interrogent tous ici et qui doivent nous interroger collectivement. C'est le deuxième constat. Cette inflation de la formation s'accompagne en effet d'une dégradation de la qualité des enseignements dans certains établissements. J'insiste sur certains. Nous pouvons et devons être fiers d'avoir en France parmi les meilleures écoles mondiales, en réalité les meilleures écoles mondiales, dont les étudiants et les anciens élèves décrochent chaque année les plus hautes distinctions. Artefix a par exemple obtenu cette année son 4e VES Awards, award dédié aux effets visuels. L'école des nouvelles images aligne les sélections prestigieuses après avoir obtenu la médaille d'or au Student Academy Awards il y a 2 ans. Loïc Espuche de La Poudrière, qui est passé auparavant par l'EMK, a obtenu cette année le César du meilleur court-métrage d'animation pour Burke. Hugo Bienvenu, ancien étudiant-chercheur de l'ENSAD, passé par les Gobelins, l'école Estienne, a remporté le Cristal au Festival d'Annecy pour son magnifique film Arco, qui est un grand succès critique et public. Et ce ne sont là que quelques exemples récents, la liste est non exhaustive. Donc, en matière de formation, la France excelle, la France exporte, elle fait référence dans le monde entier. Et c'est ça le problème. C'est que ce que je viens de dire là, certains ne l'ont que trop bien compris. Certains, donc, capitalisent sur cette réputation, sur l'attrait que suscite notre secteur, pour attirer des étudiants, sans offrir ensuite la qualité de l'enseignement qui justifie cette réputation. Et dans trop d'écoles récentes ou qui ont été récemment rachetées, les professionnels et les étudiants nous alertent. Dégradation croissante des enseignements, absence de lien avec le tissu professionnel, programmes qui sont par exemple modifiés en cours d'année, budget gonflé pour le marketing au détriment de la pédagogie. Car s'il y a une chose que pour le coup, ces formations-là savent bien faire, c'est communiquer. Alors ces dérives sont désormais largement dénoncées et documentées, et nous ne pouvons pas les laisser perdurer. Et je vous le dis, président du CNC, qui a la responsabilité, au nom de l'État, d'accompagner la filière de l'image animée, je ne laisserai pas cette situation perdurer. Alors ces constats valent... Donc, ces constats valent pour l'animation, mais je crois qu'ils se posent de la même façon pour le secteur du jeu vidéo. Les mêmes acteurs, il faut les nommer, certains grands groupes de l'enseignement supérieur privé lucratif ont développé les mêmes stratégies agressives pour attirer toujours plus de jeunes.
Donc on a toujours plus de jeunes qui sont mal informés et qui au final sont mal formés. Et on est arrivé à un point où cette situation est devenue inacceptable. Elle est d'abord inacceptable pour les étudiants et leurs familles qui investissent du temps, de l'argent, parfois beaucoup d'argent, dans des formations qui sont parfois trop longues pour les postes qu'ils prétendent occuper quand ils arrivent à trouver un poste. J'étais à Lyon le mois dernier, je vais vous donner 3 chiffres qui m'ont choqué. J'ai rencontré les acteurs du jeu vidéo, dont les problématiques à nouveau sont spécifiques et en même temps me semblent proches de celles de l'animation. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on parle d'un bassin d'emploi pour le jeu vidéo de 3000 emplois. Il y a en moyenne 250 postes à pourvoir chaque année. Et combien d'étudiants sortent des écoles de la région? 1500. Donc, il sort chaque année des écoles du jeu vidéo d'Auvergne-Rhône-Alpes 1500 étudiants, soit la moitié de la population active totale, alors qu'il n'y a que 250 postes à pourvoir. Et devant ces chiffres, je me pose, et je pose une question simple, est-ce qu'on est condamné à laisser la passion pour nos métiers créatifs devenir un chemin systématique vers la précarité? Alors, il y a le contexte global que j'évoquais en commençant, mais ce contexte a bon dos, quand le problème, c'est d'abord celui d'acteurs privés lucratifs qui semblent plus préoccupés par leur rentabilité que par des questions aussi fondamentales et j'ai envie de dire aussi simples que la question de leur employabilité, c'est des chiffres qui se calculent très facilement, ou des questions aussi fondamentales et simples que l'écoute des besoins de la filière. Vous aurez compris que les opérateurs dont je parle ne sont pas forcément dans cette salle parce qu'au fond, le dialogue avec la filière, le dialogue entre formation et animation les intéresse assez peu. C'est donc un problème d'abord pour les familles et les étudiants qui s'endettent, qui consacrent plusieurs années de leur vie à des formations qui leur apporteront trop souvent des compétences dérisoires et décalées. Certains d'entre vous, quand je les ai rencontrés dans différentes régions de France, m'ont dit qu'ils voyaient par exemple arriver des étudiants censés avoir fait 4 années d'études dans ces opérateurs-là, étudiants qui ont fini par se rendre compte du problème, qui du coup venaient les voir pour essayer de rattraper une formation de qualité, mais qui, alors qu'ils avaient fait 4 ans ailleurs, n'avaient même pas parfois le niveau pour entrer en 2e année dans les écoles auxquelles ils s'adressaient. Pourquoi cette qualité est si faible dans ces écoles-là? Là encore, il faut nommer les pratiques commerciales fallacieuses que développent certains acteurs de la formation, qu'il s'agisse des fausses certifications, des frais de réservation non remboursables, de titres professionnels sans valeur sur le marché ou sans rapport avec l'objet de la formation par, vous le savez bien, la possibilité de faire des locations de titres RNCP qui fait qu'on vous promet une formation, par exemple, je l'ai vu à nouveau à Lyon, en game design, et en réalité vous vous retrouvez dans un cursus événementiel qui n'a aucun rapport avec ce qu'on vous a promis. Alors cette situation, elle est aussi inacceptable pour les entreprises du secteur, car toutes ne sont pas armées pour distinguer les bons profils dès le recrutement. Et dans les rencontres que j'ai faites ces dernières semaines, je dois dire que plusieurs acteurs de l'industrie m'ont fait part d'importantes difficultés, de difficultés croissantes, pour trouver les talents adaptés, alors même que de nombreux diplômés peinent à trouver leur place. Et c'est inadmissible enfin pour l'image de la filière à l'international et en particulier pour vos écoles, qui dans un contexte difficile redoublent d'efforts pour justement répondre aux attentes des étudiants, des familles, répondre aux besoins de la filière tels qu'ils évoluent. Et je veux le redire, l'excellence de nos écoles, c'est l'un de nos grands atouts. C'est ce qui fait qu'on attire des étudiants du monde entier, que les diplômés de vos écoles s'envolent ensuite vers les plus grands studios, en particulier au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, où ils portent très haut nos savoir-faire. Et si cette réputation collective est abîmée, eh bien, c'est toute notre activité, notre attractivité qui va vaciller, celle de nos écoles bien sûr, mais aussi celle de nos productions, de nos studios, et donc aussi, par exemple, la compétitivité des prestataires français pour des coproductions internationales ambitieuses. Alors, les révélations qui se sont enchaînées ces derniers mois entre la publication du livre enquête Le Cube et l'émergence de comptes sur les réseaux sociaux de Name and Shame, nourris de témoignages anonymes, ont porté un coup très dur à l'image des acteurs privés de la formation. Moi, j'ai envie de vous dire que ce mouvement d'interrogation, même de défiance, est légitime quand on voit l'ampleur du problème. Les dérives, oui, doivent être dénoncées, mais il est hors de question que la réputation de toutes nos écoles en pâtisse. Et il faut, à ce sujet, être particulièrement vigilant
sur l'équivalence qui pourrait être faite entre école privée et école à problème. Notre filière, au contraire, démontre que c'est la variété de notre écosystème de formation qui fait sa richesse, avec quelques formations publiques, avec aussi des formations privées indépendantes, qui sont les unes et les autres, avec d'ailleurs de plus en plus de ponts, qui sont les unes et les autres particulièrement remarquables. Alors, face à cette situation, que peut-on faire? Avant tout, il faut dire les choses, simplement mais clairement, comme j'ai souhaité le faire avec vous ce matin, comme je l'avais déjà fait pour le jeu vidéo il y a quelques semaines au moment de la Paris Games Week. Ensuite, je pense qu'il est grand temps de nous doter d'outils clairs pour permettre d'identifier les opérateurs qui posent problème, pour protéger ceux qui sont exemplaires, pour garantir au public, aux familles, aux étudiants, une offre de formation fiable, transparente et à la hauteur des ambitions de nos métiers. J'insiste sur l'exigence de transparence, car c'est le corollaire de l'information que nous devons à tous, et d'abord aux familles et aux étudiants, pour qu'ils soient à même de faire les bons choix d'orientation. Alors pour lutter contre ces abus, pour soutenir les écoles vertueuses, pour recréer une dynamique positive autour de la passion qu'inspire notre filière, pour identifier et former, pour lancer les grands talents de demain, c'est l'ensemble des acteurs, pas que les acteurs de la formation, l'ensemble des acteurs de la filière qui doivent, je crois, s'engager dans une démarche commune avec l'État et les acteurs territoriaux à vos côtés. La formation, je veux vraiment y insister, ce n'est pas que l'enjeu des écoles, c'est un enjeu de filière et au fond, ces rencontres incarnent magnifiquement cette communauté, cette capacité des écoles et des professionnels de tout le secteur à se retrouver, à échanger, à avancer ensemble. C'est justement dans cet esprit que l'État a pensé la grande fabrique de l'image, lancée dans le cadre de France 2030, avec, vous le savez bien, un axe fort sur la formation. Avec cet appel à projet qui est porté par le Secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, avec la Caisse des dépôts et en lien étroit avec le CNC, on a mis autour de la table des professionnels reconnus pour qu'ils réfléchissent aux enjeux de formation, pour qu'ils identifient les écoles à fort impact pour toute la filière. Et un soutien exceptionnel, ces dernières années, de 35 millions d'euros, a ainsi été accordé à 16 écoles d'animation, de VFX et du jeu vidéo, 16 écoles d'excellence, 16 écoles indépendantes. Ces moyens ont permis de moderniser les équipements, d'améliorer les infrastructures, de mieux répartir l'offre de formation sur tout le territoire national, y compris outre-mer, et de renforcer des parcours gratuits pour ouvrir ces métiers, vos métiers, à davantage de diversité. Au-delà de la grande fabrique de l'image, il faut maintenant transformer l'essai. Il faut en particulier installer dans la durée cette implication des professionnels, votre implication, dans ce que j'appellerais la régulation des formations, tout simplement pour que le secteur garde la main sur ses propres standards. C'est un enjeu stratégique, et en réalité c'est plus simple qu'il n'y paraît. Et je veux ici saluer la démarche du RECA qui a montré la voie et que le CNC est très fier de soutenir. Je vous le dis, certains attaquent le RECA car ces opérateurs ne se contentent pas de nuire en silence dans leur coin, ils peuvent être offensifs à l'égard des écoles vertueuses. Certains donc vous attaquent, mais l'État, à travers le CNC, est à vos côtés. Le RECA a donc montré la voie pour répondre à cette situation, et c'est pourquoi il me semble aujourd'hui nécessaire de renforcer son ambition. Chère Sophie Das, cher Simon Vanès, chers tous, la démarche de labellisation que vous portez, et dont on va parler dans quelques instants, est, vue du CNC, une avancée majeure. Cette démarche est structurante. Elle protège simplement les écoles sérieuses, elle éclaire le choix des étudiants et des familles, et elle tire tout le secteur vers le haut. C'est là une vraie preuve de maturité de votre filière qui montre que les solutions peuvent venir des acteurs de la formation eux-mêmes pour prévenir les dérives et faire émerger une offre crédible et transparente. Cette initiative est exemplaire, elle pourrait peut-être inspirer d'autres initiatives dans d'autres secteurs, y compris au sein de notre famille de l'image animée. Alors je pense qu'il faut désormais aller plus loin dans ce processus de labellisation. La première étape a permis de rassembler tout le réseau du RECA autour d'un même enjeu, celui de l'intérêt général de la filière, et ceux qui ne se sont pas reconnus de cet intérêt général ont d'ailleurs préféré partir d'eux-mêmes. Cette première étape a surtout permis de tester collectivement une méthode de labellisation unique sur la base d'informations sérieuses et vérifiées. Il faudra sans doute bientôt lancer une deuxième phase de labellisation en tirant les enseignements de la première, renforcer certains critères, réfléchir à des seuils pour garantir l'accès au réseau et surtout
rendre ce label plus lisible et plus visible pour les institutions comme pour le grand public, qu'il s'agisse des futurs étudiants, de leurs familles, qui ont besoin d'y voir plus clair avant de s'engager. Et vous pourrez compter sur le CNC pour vous accompagner dans ce travail, aussi pour promouvoir le label. Et nous allons par ailleurs très bientôt entamer des discussions avec l'Eureka pour rendre ces missions plus stratégiques encore, sur la régulation de la formation donc, mais aussi sur d'autres sujets clés comme l'attractivité internationale de vos écoles. Je lance donc ici un appel à toutes les bonnes volontés, que tous les professionnels et toutes les organisations professionnelles rejoignent ces discussions pour que l'on puisse faire émerger ensemble des outils communs, ambitieux, à la hauteur de la crise que traverse la formation. Nous devons avancer efficacement et rapidement, je crois que la situation l'exige, et sur ces chantiers, le CNC sera au rendez-vous, et on est d'ores et déjà prêt à renforcer les moyens du RECA et à lui donner la capacité d'agir à l'échelle de ces enjeux. Alors ces enjeux sont partagés par la filière du jeu vidéo, j'y ai fait allusion et ce sera mon dernier point. Les deux secteurs ont évidemment absolument leur identité propre, des pratiques, une culture, un destin qui leur sont spécifiques. Pour autant, et vous le savez bien, les problématiques liées à la formation des talents sont assez similaires et sont souvent les mêmes professionnels, vous, qui intervenez des deux côtés. Et dans ce contexte, il revient aussi au secteur du jeu vidéo de trouver sa place dans cette dynamique. Parmi les pistes qui pourront être discutées, peut-être que la plus évidente est le RECA lui-même, puisque le réseau compte déjà parmi ses membres plusieurs écoles hybrides qui forment à l'animation, au jeu vidéo et au VFX. Mais, comme les professionnels de l'animation l'ont fait, en lien avec leurs écoles, je crois profondément à la capacité d'initiative des professionnels du jeu vidéo en lien avec leurs écoles pour poser les constats, identifier les solutions qui leur sembleront les plus pertinentes. Et je le dis, je le redis, le CNC sera à leur côté comme il est à vos côtés. À vos côtés pour réfléchir à ces enjeux, pour mener à bien les chantiers qui s'en dégageront, à vos côtés pour garantir l'excellence de nos écoles, la solidité de leur réputation en France comme à l'international, à vos côtés pour que chaque étudiant puisse choisir son parcours en toute confiance et que l'image animée demeure ainsi à la fois la plus belle des passions et le plus beau des métiers. Je vous remercie.